Poursuivre notre programme pour parler cette fois de digitalisation. Nous savons tous l'impact que la révolution numérique a sur nos entreprises et même sur nos comportements. Un jour, mon épouse, encore elle, m'a dit cette fois-ci, je ne me fatigue plus pour faire le marché. Ça me prend 5 minutes. Je le fais en 2 clics. Je dis quoi? Il dit bon, d'accord. Mais comment tu fais pour récupérer la marchandise? Elle dit non, il y a aussi la logistique, j'utilise telle application. Il dit ah là, non, il faut aller au marché, il faut tourner un peu, et puis il faut choisir les produits. Donc, la révolution a changé nos comportements par rapport à a changé nos habitudes, a changé notre façon de travailler. Et celui qui va donc nous allons recevoir Malik Bakayoko pour nous parler de digitalisation. Et le thème c'est où va le monde? Où va le monde? De la révolution industrielle à la révolution donc nous allons recevoir une keynote avec le thème où va le monde? De la révolution industrielle à la révolution digitale. La keynote va être présentée par Malik Bakayoko. Il est associé Inouïs et administrateur de la bourse de Tunis. Où va le monde? De la révolution industrielle à la révolution digitale? C'est avec Malik Bakayoko sous vos acclamations. صلى على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Je n'ai pas beaucoup de voix parce que je tousse, donc je vais essayer de parler fort. Si vous m'entendez pas, dites-moi de parler plus fort. Je n'aime pas beaucoup faire ça, me présenter moi-même, mais je suis obligé de le faire. Peut-être que ça peut être inspirant pour certains d'entre nous, ça peut servir d'exemple, ou bien aussi ça peut donner des conseils, ces choses qu'il ne faut pas faire. Je vais essayer de le faire très vite. J'ai été formé en maîtrise de droit à l'université d'Abidjan et j'ai travaillé de là-bas dans une banque locale pour presque 3 ans pour me rendre compte très rapidement que les potentiels que je croyais avoir étaient limités par le fait que j'avais un diplôme national. Parce que j'ai eu pour patron un jeune gars qui était belge, qui était moins âgé que moi et qui ne connaissait rien, qui ne m'apprenait rien du tout, mais de qui je devais prendre tous mes ordres. Donc c'est sur ce constat que j'ai dit que ce qui me manquait c'était un diplôme international. Donc je suis parti à l'Institut de droit et de développement de Bordeaux avec mes propres moyens. J'ai fait une année pour avoir un master de droit du développement. Et je suis revenu travailler dans la même banque et j'ai réussi à dégager le gars pour prendre sa place. Après ça, je suis allé travailler pour la SODEMI, la Société de développement des mines, où j'étais nommé secrétaire général, j'avais 26 ans. Donc à partir de la SODEMI, j'ai vu que j'avais accumulé suffisamment de connaissances et que la société nationale, ou en tout cas une entreprise publique nationale, ne pouvait pas me payer ce que je voulais. Donc j'ai regardé du côté des multinationales, j'ai travaillé pour Unilever, directeur juridique pour l'Afrique de l'Ouest, et puis j'ai été sélectionné pour recruter par Coca-Cola. Là j'ai fait un peu le tour du monde. J'ai travaillé d'abord à Abidjan, ensuite à Dakar, à Accra, à Lagos, au Caire, à Alger, à Casablanca, et j'ai fini directeur de la stratégie basée à Tunis pour 34 pays africains. Et puis à partir de l'année 2011, on avait un deal qu'on devait faire avec une société belge qui s'appelait Durabilis, qui fait des boissons pour les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Appelons ça comme ça, les gens pauvres. Mais l'entreprise était basée à Gand et avait en Belgique et avait des usines dans toute l'Afrique. Et j'étais basé là-bas pour pouvoir développer ce business que Coca-Cola voulait acheter. Le business s'est bien développé. À titre d'exemple, quand j'ai pris la gestion des usines de Durabilis, l'usine de Ouagadougou par exemple, de 2012 à 2013, est passée de 5 millions de dollars de chiffre d'affaires à 8 millions de dollars de chiffre d'affaires en année. C'est-à-dire qu'on a pu augmenter 3 millions de dollars de chiffre d'affaires sur 12 mois. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et après, on s'est dit, ok, si je fais ça pour les autres, pourquoi je ne le fais pas pour moi? Donc je décide de rentrer ici pour créer une entreprise avec quelques amis. C'est ce que je fais maintenant. Je souffre de faire ça, je n'aime pas me présenter, mais je pense que c'est bon, ça peut inspirer d'autres personnes qui veulent gérer leur carrière.
On va parler rapidement de la révolution digitale et vers où on s'en va. Je pense qu'avant même de dire de vers où on s'en va, il faut savoir d'où on vient, n'est-ce pas? La révolution digitale est la troisième révolution. Il y a d'abord cette révolution industrielle, ensuite la révolution technologique et maintenant la révolution numérique. La révolution industrielle était la révolution du travail. C'est-à-dire qu'on n'avait pas compris comment on pouvait mécaniser le travail, la force du travail. C'était là où la machine venait remplacer l'homme. Et ça, il faut bien comprendre que dans toute la trajectoire de la relation de l'homme avec le travail, c'est qui fait quoi? Est-ce que vous vous rappelez cette dialectique du maître et de l'esclave? À un moment donné, est-ce que c'est l'homme qui domine ou est-ce que c'est la machine qui domine l'homme? Est-ce que c'est l'homme qui commande à la machine ce qu'il faut faire ou est-ce que c'est la machine qui commande à l'homme ce qu'il faut faire? Donc on parle de cette révolution industrielle où l'homme était en train de tirer les charrues, en train de labourer avec sa force physique et la machine apparaît, on mécanise et dans cette relation, la force de travail va changer. Et vous vous rappelez ce qui s'est passé à la révolution industrielle. Les syndicats sont nés, les forces ouvrières ont commencé à manifester parce que l'homme, il y a une partie de la population résiste à cette domination de la machine sur l'homme. Et on passe à la révolution technologique où on a compris que la machine peut faire beaucoup de travail, mais qu'il faut optimiser la gestion de la machine. Donc on met la technologie dedans pour optimiser l'utilisation de la machine pour faire ce qu'on a envie de faire. Et on continue, on arrive à une révolution. Mais maintenant, dans la révolution technologique, il faut comprendre qu'à partir du moment où on arrive à optimiser la production, le capital va devenir beaucoup plus important. Donc aujourd'hui, parce que maintenant, dans un temps réduit, avec des moyens réduits, la technologie permet d'aller plus haut. Donc le capital va devenir beaucoup plus important. Dans la révolution industrielle, les communistes avaient beaucoup plus de force parce qu'ils savaient qu'on pouvait faire travailler la machine et arriver à des outputs énormes. Mais dans la révolution technologique, le plus important, c'est le capital. Comment on investit peu pour que le output soit beaucoup plus élevé. On arrive à cette révolution numérique. La révolution numérique, maintenant, on n'est plus dans la relation de l'homme avec le travail, ni dans la relation de l'homme avec la machine et le capital, les moyens de production. On est dans la relation de l'homme avec le travail, on est dans la relation avec la révolution technologique de l'homme avec les moyens de production, c'est-à-dire les ressources matérielles et le capital. Et dans la relation numérique, on est dans la relation de l'homme avec l'information, avec le savoir. C'est la révolution du savoir, on est rentré dans l'économie du savoir. Comment on fait avec cette masse de savoir qu'on accumule? Comment on fait pour optimiser? Quel est le rôle de l'homme dans ça? Est-ce que finalement, ce n'est pas les moyens digitaux numériques qui sont en train de prendre le dessus sur l'homme? Ou est-ce que l'homme a toujours le contrôle de cette relation, comme je vous ai parlé de la dialectique du maître et de l'esclave? À un moment donné, le maître est tellement dépendant de l'esclave que c'est l'esclave qui en réalité a la réalité du pouvoir. Je sais ce que chacune de nos femmes expérimente ça dans leur maison. La femme de ménage prend le dessus à un moment donné. Il faut faire attention à ça, n'est-ce pas? Parce que quand tu as du travail, la femme aussi vient du travail, vous êtes tous les deux fatigués. La personne qui vous donne à manger, c'est la femme de ménage. Si demain elle fait ce qu'elle a envie de faire dans le repas du mari, bon, ça, le mari ne peut pas être content de manger ce que la femme de ménage a fait. J'ai fait quelques petites notes. Il y a une vidéo qui a circulé sur WhatsApp récemment, je ne sais pas si vous avez vu, la personne qui sort de sa maison, qui dit « Lumière, allume-toi, porte, ouvre-toi », je ne sais pas si vous avez vu. À la fin, il va faire une chirurgie dentaire. Quand il revient, la machine ne reconnaît plus sa voix et commence à faire le contraire de tous les autres qui donnent. Donc ça, c'est où la machine va prendre le dessus sur nous parce que à la fin de la journée, ce qu'il faut comprendre, c'est que on peut faire ce qu'on veut, mais la machine n'a d'intelligence que l'intelligence que l'homme a décidé de lui concéder. Mais le problème, c'est qu'une fois que la machine a capturé ou captivé notre intelligence, elle en fait ce qu'elle veut. Est-ce qu'on a la capacité de contrôler, d'arrêter ça? Ça, je ne sais pas. Je vais parler un peu de l'Afrique. Et puis, une fois, il y a à peu près, je ne sais pas, 12 mois, 1 an et demi, je donnais une conférence en Espagne où on me demandait d'expliquer comment il se fait que le numérique prend le dessus comme ça en Afrique. J'ai dit, mais c'est ça pas comprendre. On est wireless parce qu'on n'a jamais été wired. Ça, parce que si, aujourd'hui, pourquoi? Je ne sais pas s'il y a parmi vous des gens qui ont le téléphone filaire chez eux à la maison. Il y a beaucoup d'entre nous qui n'ont jamais de téléphone filaire chez eux à la maison. Donc quand tu n'as pas de téléphone filaire, que le téléphone portable arrive, tu es plus enclin à le prendre parce que tu n'as pas de substitut. Une
faut acheter dans mon bureau. Ma fille est venue. Il y a un appareil photo Kodak dans lequel on met des pellicules, après on va laver, après on vient avec la photo. Donc elle prend l'appareil, elle regarde, mais papa, ça c'est quoi? J'ai dit, c'est un appareil photo. Il me dit, mais comment ça marche? J'ai dit, non, il faut qu'on mette une pellicule dedans. Dieu merci, j'avais une pellicule, je lui montre comment on met la pellicule. Elle dit, mais comment on met? J'ouvre, je mets la pellicule. Mais comment on fait la photo? Je prends la photo. Mais où est la photo? J'ai dit, non, il faut que j'aille maintenant chez le gars qui est à Saint-Jean pour laver, je donnais la photo. Elle dit, ah non, papa, on n'a qu'à imprimer ici. Donc sa psychologie n'est pas, elle ne peut pas comprendre ça. C'est la génération de la numérique. Cette génération de comprendre que ce qui est digital est imprimé tout de suite. Le gros du problème, c'est que cette génération qu'on a sous la main, même nous-mêmes, nos enfants et ceux qui vont venir après, comment on fait pour que la machine ne prenne pas le pas sur eux? Est-ce qu'aujourd'hui, on a la capacité de résister à la domination de la machine sur nous? Je suis allé dans cette direction parce que je pense que je parle à des femmes et des hommes de foi, et je sais très bien, vous savez, que dans la relation on est des musulmans, il faut qu'on fasse très attention, parce que sinon la machine peut détruire notre foi. Cette relation au digital peut détruire notre foi. Je prends un exemple banal, le temps. Essayez de chronométrer le temps que chacun de nous passe aujourd'hui à répondre, à recevoir des SMS, à aller sur WhatsApp, Facebook, Google, Instagram, Snapchat, LinkedIn. Si on essaie de faire ça, je pense qu'on prend beaucoup plus de temps que nos 5 prières quotidiennes. Et ça, pour moi, c'est grave. Il faut se discipliner. C'est-à-dire que la révolution, on est en train de partir dans une révolution digitale, mais il ne faut pas que ce soit une révolution, il faut que ce soit une vraie évolution. Parce que la révolution a toujours cet aspect de confrontation, mais je préfère parler d'une évolution. L'évolution pour moi est plus saine parce qu'elle donne une trajectoire. On parle d'un environnement de l'autre. On n'a pas besoin d'être forcément dans cette conception de conflit. Maintenant, et je vais peut-être terminer sur ça et vous donner l'occasion de me poser autant de questions que vous voulez. J'ai malheureusement une contrainte vers 17h. Il faut regarder aujourd'hui, est-ce que finalement, d'abord un premier point avant d'arriver à ma conclusion. Le premier point que j'ai, c'est la fracture numérique. Vous savez, pendant longtemps, on a parlé d'une fracture numérique en Afrique ou dans les pays développés, sous-développés. La fracture numérique, c'est que les gens les plus développés ont accès à plus de digital que les populations sous-développées. De sorte qu'on ne peut pas aller dans une mondialisation à 2 vitesses. Vous ne pouvez pas demander à des gens en Inde qui ont accès à tous les systèmes d'information. On peut rester à Delhi aujourd'hui, avoir accès à toutes les informations, à tous les programmes de formation aux États-Unis, au Texas, parce que l'équipement, l'infrastructure informatique, de ceux qui sont dans la technologie, l'équipement est disponible, la bande passante est hyper rapide, les équipements sont à moindre coût et les gens ont l'éducation pour ça. Mais quand vous venez en Côte d'Ivoire, que vous avez 56% d'illettrisme et que vous n'avez pas de bande passante rapide, qu'un ordinateur coûte plus cher qu'un loyer, qu'on n'a pas suffisamment de smartphones pour remplacer les téléphones que les gens ont en milieu rural, comment vous pouvez faire cette évolution avec cette fracture numérique? Ça, c'est à prendre en considération. Comment on fait pour démocratiser? Comment on fait pour démocratiser le digital pour que ce soit une vraie révolution globale et une vraie évolution mondiale, mais pas à 2 ou 3 vitesses? Et ça, et tout à l'heure, à la table où je me suis assis pour déjeuner, on parlait du sous-développement qui n'est pas, et j'ai apprécié celui qui a fait le commentaire, c'est exactement mon point de vue. Le sous-développement n'est pas une fatalité, c'est la résultante d'une action. Le développement se fait, mais le sous-développement se fabrique. Et malheureusement pour nous, le sous-développement est entretenu par ceux qui sont développés avec la collaboration de ceux qui dirigent les sous-développements. Et ça, c'est un fait, on peut en discuter, mais donc il faut bien comprendre que dans cette révolution du numérique là, il faut prendre en compte la fracture numérique, que tout le monde n'évolue pas à la même vitesse parce que les moyens sont différents. Comment on fait? Parce que vous ne pouvez plus compétir avec une entreprise chinoise pour aller vider sur le marché européen si l'Américain qui achète vos services sait que l'Indien sera plus performant, plus rapide, plus réactif que vous. Ça devient compliqué. Comment on fait ça au niveau national? Comment on fait ça au niveau de nos entreprises? Comment on évolue sur ces aspects? Un autre élément qui est important également sur la fracture numérique, c'est qu'avant, une des composantes essentielles de la fracture numérique, c'était la machine.
c'était le hardware. Maintenant, on s'est rendu compte que le hardware est devenu démocratique. On peut acheter un smartphone à 30 000 francs, à 25 000 francs. Mes soeurs, donc c'est la femme, je lui dis j'achète mes oranges quand je sors du bureau à un Facebook. Donc avant de venir, je lui dis je veux ça. Sur Facebook, elle me répond monsieur, il y a ça. Parce que j'ai la chance qu'elle ait ses livres, mais les autres ne savent pas lire. Donc comment on fait pour que le contenant qui était le problème et qui est en train de se résoudre, comment on fait pour utiliser l'opportunité que nous offre la machine maintenant pour que le contenu soit accessible à tous? Parce que ce n'est pas un statu quo, on ne va pas faire un chemin et puis s'arrêter quelque part. C'est une évolution avec des challenges, des défis qu'il faut relever, mais il faut y penser. Il faut y penser pas. Il faut y penser à un niveau, c'est pas pour ta caméra, ça fait non. Il faut y penser à un niveau macro, mais je veux dire la macro en Afrique ne se fera pas sans que les micro-initiatives marchent. Ce n'est pas les États qui vont transformer l'Afrique, ce sont les initiatives locales, les initiatives privées. Quand on fait ce genre de forum, il faut sûr qu'il y a un suivi après, qu'il y a de la dynamique qui se crée, qu'il y a des pays dynamiques, il y a un cercle vertueux qui est contagieux et qui se propage. La fin de mon intervention, je ne veux pas faire compliqué PowerPoint avec des données statistiques et tout ça. Je dis, on va créer la causerie et puis au fur et à mesure de vos questions, je pourrais approfondir, ou les personnes qui parlaient pourront approfondir. Aujourd'hui, c'est la critique de l'utilité, de l'inutilité et de la dangerosité du digital qui est discutée dans les conventions. Est-ce que finalement le digital est utile? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile ou inutile? C'est finalement la même composante. Si ce n'est pas utile, c'est inutile. Maintenant, comment on gère le danger que ça crée? Parce que forcément, il y a des downsides, il y a des effets négatifs de l'utilisation digitale. Ce que je vous ai donné tout à l'heure, qui est pour nous, le temps que nous passons, c'est pas ça. C'est pas que ça. C'est 2 ou 3 choses. La première, c'est d'abord la première, c'est les données personnelles. Vous savez qu'aujourd'hui, on est tous pratiquement mis dans la technologie. Tout ce qu'on met comme information, tout le monde y accède. Est-ce qu'on est en sécurité maintenant par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette évolution, finalement, est toujours bonne pour nous? Comment nous faisons pour que cette évolution garantisse notre sécurité de façon pérenne, de façon durable? Comment on fait ça? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est comment, une fois qu'on a résolu l'histoire, le problème de la sécurité de nos données, il y a des lois, mais est-ce que les lois sont suffisantes? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes d'éducation comportementale à avoir? Je ne sais pas, je pose des jalons et on va discuter. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à sécuriser? Je parle, l'aspect données personnelles est un aspect, mais est-ce qu'on arrive à sécuriser? Parce que finalement, on s'est rendu compte que le taux de crime qui est commis via le digital est tellement élevé que finalement, avant, on utilisait les systèmes informatiques pour traquer le crime. On utilisait le digital pour traquer le crime, on faisait l'empreinte digitale. Maintenant, c'est le digital qui est utilisé pour commettre des crimes. Finalement, comment on fait pour sécuriser, pour être sûr que le digital n'est pas en train d'être le danger le plus grand de notre époque? Là, c'est la deuxième composante de ce que je vous ai dit, la triptyque utilité, inutilité et dangerosité. L'aspect dangerosité, les 2 éléments posent déjà les jalons de ce que j'ai dit comme les caractères dangereux du digital. Mais dans la partie utile, ce que j'ai oublié de vous dire, regardez l'impact transformationnel du digital sur nos économies en termes de production, d'intelligence artificielle, de sécrétion de données et de vitesse d'exécution. On peut rester ici aujourd'hui, parler à quelqu'un à New Delhi et dire je veux ça et dans les 10 minutes on peut le réaliser. C'est la partie utile, la vitesse d'exécution de nos tâches. L'agrégat d'informations auquel on peut avoir. Avant, pour aller, comment je faisais mon DEA ici, pour avoir accès à un livre, il fallait que j'aille, on téléphone à quelqu'un à l'université de Toulouse qui cherche le livre, qui photocopie, qui me faxe ça et que je puisse le lire. Maintenant, j'ai plus besoin du gars qui est à Toulouse, je ne sais même pas combien d'entre vous envoient un fax. Ça n'existe plus.
Donc il y a un impact positif du digital, il y a l'utilité du digital sur ce que nous faisons, il est très utile. La partie inutile, c'est tout le temps et le gaspillage de ressources qu'on fait dans le digital. Parce que quand vous regardez les capacités qu'on met dans nos machines, on ne les utilise même pas. Donc on est à la poursuite d'une performance dont on n'a pas toujours besoin. On fait des investissements dans des choses dont on n'a pas toujours besoin. Et la ressource qui est utilisée pour le développement digital est parfois utilisée de façon inutile dans des choses dont on n'a pas besoin. Vous entrez dans une maison aujourd'hui, regardez tous les équipements digitaux qu'on a dans une maison. Parfois on n'en a pas besoin. Donc au niveau micro-individuel, familial, au niveau des entreprises ou des États, il y a beaucoup de ressources qui sont diverties dans des choses dont on n'a pas besoin. On achète des capacités 20 gigas, 10 gigas, finalement le gars 1 giga ça suffit pour faire ce qu'il a à faire. Mais ça c'est banal. Mais je parle des investissements en infrastructure. On est en train de passer à la crypto-monnaie aujourd'hui. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Est-ce qu'on est prêt à ça? Si on en a besoin aujourd'hui, est-ce que tout l'investissement qu'on est en train de faire dans cette nouvelle forme d'économie du numéraire, est-ce qu'on en a besoin? Donc ça c'est un questionnement qui devient quasi permanent dans les discussions qu'on a, pour dire, est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de gaspiller des ressources? Est-ce que la vitesse de développement du numérique, est-ce qu'on a une optimisation de l'investissement? Là, je ne vous ai pas parlé de l'utilisation, de l'optimisation de l'utilisation. Mais est-ce qu'on a optimisé l'investissement là-dedans? Et la dernière, c'est la dangerosité. J'avais commencé à parler de ça quand j'ai parlé du niveau de taux de crime qui est commis via digital, mais il faut regarder aussi, je vous ai dit qu'on peut aujourd'hui s'éduquer bien à travers le digital, on peut faire des formations, des masters, des certificats en utilisant le digital. Mais en même temps, on peut détruire des vies avec le digital. Nos enfants sont éduqués aujourd'hui par Facebook. Regardez bien, vos enfants, les comptes WhatsApp, il faut être leurs amis dessus. Parce qu'il faut faire attention. Ne leur interdisez pas d'avoir des comptes. Ça, il faut être leurs amis pour voir ce qu'ils font, pour contrôler et puis arrêter quand il faut arrêter. Il faut coder. L'ordinateur, il y a des paramètres de sécurité, ou des sites pornographiques, des sites de machin, vous pouvez faire en sorte que vos enfants n'arrivent pas à ça. Il y a un documentaire qui est passé récemment où un des anciens vice-présidents de Google, de Facebook, j'en sais rien, est en train d'expliquer que lui, ses enfants n'utilisent pas ça. Parce qu'il voit la dangerosité de ce que l'homme s'est fabriqué. Chers soeurs et chers frères, voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur comment profiter des opportunités de la révolution digitale. Je n'ai pas voulu aller dans la partie développement de business à travers le digital, parce que ça aussi c'est un autre aspect d'aborder. J'aurais pu dire comment d'ici on peut développer ses affaires à travers le digital. J'ai regardé la question, je dis non, je ne vais pas l'aborder dans ce sens-là, des opportunités, parce qu'il y a des questions plus brûlantes à mon avis, qui suscitent des réflexions auxquelles il faut faire attention maintenant. Et puis après, une fois qu'on a cadré ça, les opportunités vont se faire. On ne va pas arrêter la révolution digitale, mais ce qu'il faut éviter d'arrêter, c'est la révolution humaine. Oh, merci. Merci beaucoup. On va prendre juste quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions? Vous levez juste la main, je vais prendre le Alors, on va digérer un peu l'information qu'il a donnée. En tout cas, moi, j'ai été très édifié par toutes ces informations. D'abord, c'est quoi la révolution digitale, déjà. Et puis, cette ouverture à 360 degrés sur tous les enjeux, toutes les conséquences en fait, qui sont liées à cette révolution. Donc, Malik Bakayoko a soulevé beaucoup de questions, mais qui demandent des réponses, etc. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a des personnes qui voudraient contribuer ou qui ont besoin d'avoir des éclaircissements dans la conférence que nous venons d'avoir? Je suis très honoré Je suis très heureux d'assister à votre mini-conférence et j'en ai appris beaucoup. La question que je dois poser, nous sommes dans un monde à grande vitesse où nous sommes obligés d'utiliser le numérique pour pouvoir être concurrentiels sur le marché. Bien évidemment, on ne peut pas éviter la question d'utilité, inutilité et dangerosité.
Ça dépend de l'objectif dans lequel on se trouve. À partir du moment où tu peux fixer un objectif de pouvoir te positionner sur le marché, en ce moment, tu peux mettre tous les moyens pour pouvoir avoir les équipements nécessaires pour pouvoir être concurrentiel sur le marché. Par derrière, évidemment, il y a une cible que tu vas atteindre. Et cette cible, par exemple, si tu fixes une cible des étudiants que tu veux former dans un domaine particulier, ces étudiants seront obligés d'utiliser le numérique. Donc, comment est-ce qu'on peut, gérer cet aspect sans toutefois toucher à l'EMS, et de deux, comment est-ce qu'on peut gérer notre temps à partir du moment où on est tout obligé de faire du lobbying sur le numérique, toujours obligé d'actualiser ces informations, ça prend du temps. Ça prend du temps pour faire la conception, ça prend du temps pour actualiser. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer cet aspect tout en étant assez productif et en gérant ce temps? Merci beaucoup. Je vais répondre 2 ou 3 questions. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, je suis totalement d'accord que vous abordez dans la triptyque la partie utilité. Et cette utilité, comment faire pour l'optimiser en évitant les 2 autres inutilités, dangerosité. Je crois que j'ai bien compris ça pour savoir. En fait, il n'est pas question de ne pas utiliser le numérique, de ne pas être parti à la révolution digitale, non. C'est comment justement, toute la question, c'est ce que vous dites là. Comment on fait pour tirer profit sans que inutilité et dangerosité se retrouvent sur notre chemin? C'est comment on fait pour optimiser la partie utile. Et la partie utile, j'ai parlé des 3 éléments principaux de la partie utile. C'est d'abord le temps qu'on y met, les ressources qu'on y met, et puis, à la fin, l'utilisation qu'on fait du résultat final. Le temps qu'on y met est extrêmement important au niveau individuel ou au niveau organisationnel. En tant que chef d'entreprise, vous-même, vous devez pouvoir avoir une stratégie digitale qui est très claire. Comment j'utilise le digital comme moyen de production et de commercialisation et de tracking de ce que je fais? Est-ce que je dois mettre tout le monde à faire du digital tout le temps? Est-ce que je dois spécialiser les gens dans le digital? Comment on optimise même le temps que chacun passe au digital? Moi, je vois des entreprises où on coupe Facebook, Instagram et toutes ces choses-là aux heures de travail. Vous ne pouvez pas y accéder dans les heures de travail. Vous ne pouvez avoir que vos emails et accéder aux bases de données utiles pour votre travail. Parce que sinon, une personne reçoit une alerte sur son smartphone, il va sur Facebook, il essaie de lire le message qu'il a reçu, et puis il y a tout le fil d'actualité qui lui prend 2 heures, il ne se rend même pas compte. Il a oublié son travail. Donc ça arrive à chacun de nous. C'est après tu te rends compte, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai perdu beaucoup de temps parce que c'est tellement intéressant de lire, mais le travail est là. Donc le digital est devenu un vrai voleur de temps. C'est comment on fait au niveau individuel, comment on s'organise. Moi, ce que je fais, c'est que quand j'arrive le matin, je lis mes emails, je réponds, je ferme l'email. Je ne veux même pas qu'il y ait l'alerte sur mon ordinateur pour me dire un email, mais je n'en veux pas. À 11h, 11h30, je rentre pour lire les emails, je réponds, je vais partir. Comme je travaille avec des gens un peu partout dans le monde, ils ont le temps de me répondre. Quand je reviens en début d'après-midi, je fais d'abord mon travail. C'est vers le milieu de l'après-midi que je vais encore regarder des emails et répondre, mais je ne fais pas de Facebook. Voilà. Donc, si vous arrivez à faire ça au niveau individuel et au niveau organisationnel, il faut qu'il y ait d'abord de l'éducation des gens vis-à-vis du numérique. Comment ils font pour être sereins vis-à-vis du numérique? Ça, c'est important. C'est important au niveau personnel, c'est important aussi au niveau organisationnel. La deuxième chose, maintenant parlons, ça je vous ai parlé du temps, mais laissez-moi vous parler de la ressource. Parce que mon concurrent, par campion, a acheté le plus gros serveur, moi, j'en ai pas besoin, je vais acheter. Je fais un investissement dans quelque chose dont je n'ai pas besoin, en disant dans 10 ans, j'en ai pas besoin. Mais dans 10 ans, la révolution, la solution aura changé. Donc, on fait beaucoup de gaspillage de ressources comme ça. Parce qu'on n'analyse pas suffisamment de quoi j'ai besoin aujourd'hui et de quoi j'ai besoin pour compétir. Une fois que j'ai ce que j'ai besoin pour compétir, je n'ai pas besoin de gaspiller ma ressource additionnelle dans quelque chose dont je n'ai pas besoin. Donc, il faut bien évaluer, mais il faut faire une vraie évaluation de nos besoins en ressources numériques. De quoi on a besoin? Est-ce qu'on a tous... Il y a des tâches qu'on peut faire avec Excel aujourd'hui, on n'a pas besoin de la chaîne ERP pour ça. Si votre PME, PMI n'est pas encore arrivé au niveau où il a besoin d'un ERP qui va lui coûter trop d'argent, ça c'est peut-être à rien de le faire. Maintenant, il faut se tenir au courant des innovations, des nouveautés du marché. Vous ne pouvez pas être en dehors du marché de l'évolution numérique. Il faut être au courant de ça. Et c'est ça qu'il faut faire de l'intelligence aussi. Il y a des gens dans votre entreprise, le DSI ou ceux qui sont dans le département informatique, doivent se tenir au courant. Si vraiment on a fait l'analyse du besoin,
qu'on a vraiment besoin d'investir dans cette ressource, c'est là où il ne faut pas maintenant aller dans l'opposé pour dire je ne fais pas. Parce que tu as fait l'analyse du besoin, tu en as besoin, il faut l'acheter, il faut faire cet investissement, ça devient indispensable. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de la ressource, que vous avez de quoi vous développer sans perdre un avantage compétitif, tout en ayant accès au marché auquel vous avez, sur lequel vous agissez, il faut pas faire la ressource, il ne faut pas faire l'investissement à perte. Ça c'est vraiment la vie. Maintenant, quant à votre question de comment on va par exemple véhiculer de l'information à l'attention d'un public fragile comme les étudiants, comme les publics jeunes, ça c'est tout l'aspect de la déontologie, de l'éthique des affaires. Parce que aussi bien on a un code d'éthique et de déontologie de nos affaires, il faut introduire là-dedans un aspect éthique et déontologie du numérique, parce qu'on n'y avait pas pensé il y a quelques années. Moi, j'ai été mon compte gardien du code de business conduct de Coca-Cola pour le monde entier. Quand je dis gardien, je devais m'assurer que dans tous les départements du monde, les gens appliquent à la lettre et qu'il n'y a pas d'infringement, il n'y a pas de violation. Mais si je révisite le code aujourd'hui, je saurais bien que tous les aspects digitaux n'ont pas été pris en compte, parce qu'il y a 10 ans qu'on a fait ça, il y a 15 ans qu'on l'a fait, il y a 20 ans. Mais il faut remettre au bout du jour toutes ces questions d'éthique et de déontologie de affaires pour être sûr qu'on a couvert les aspects numériques. Parce qu'il est aussi faut sanctionner. Quand les gens n'ont pas. Oui, regarde, ça montre qu'on va les rappeler, donc ça va jamais. Comme il n'y a pas beaucoup de questions, c'est ça que. Ah, mais ça, c'est le piège du truc. Au début, personne ne pose des questions. Tu dis, bon, j'ai presque fait bien pour ça. Bon, Abdelaziz. Je vais un peu expliquer l'Afrique les promotions au niveau de ce monde digital-là, la pratique numérique, en termes d'infrastructure d'abord, en termes de réseau, de lignes, tout ça. Qu'est-ce que les États africains font pour pouvoir réduire cette pratique numérique? Parce que quelqu'un qui a ici, dans toutes ces technologies, quelqu'un au village, il a eu la connexion pour rentrer. Au niveau de l'État, chaque État, comme l'État de la Côte d'Ivoire, il y a un large programme de déploiement des réseaux fibre optique qui a été expert. Parce qu'après ce déploiement, avec tous ces réseaux d'accès, c'est d'à côté la large zone à capter les réseaux d'accès vers les peu. Mais après, ces pratiques numériques, il y a aussi de côté comment utiliser maintenant cette révolution numérique-là dans notre quotidien. Comment prendre les bonnes pratiques pour essayer de rentabiliser, d'améliorer nos quotidiens. Il y a beaucoup de mauvaises pratiques qui sont là. Comment faire pour éviter en fait ces mauvaises pratiques-là? Derrière, c'est l'éducation, la sensibilisation, et puis voir comment orienter un peu les jeux pour qui veulent, ça donne à ce côté des façons. Il a parlé d'un côté la partie universalité. Voilà. C'est sûr qu'aujourd'hui, les grandes entreprises mondiales, Facebook, c'est la finalité, c'est les informations, c'est ce qu'ils donnent. Derrière, nous, comment comprendre les enjeux de universalité? Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut sensibiliser, il faut se former pour comprendre. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes. Et puis, aussi, comment on peut utiliser toutes ces ressources, la digitalisation dans le développement des différentes entreprises. Comment utiliser ces différents canaux de communication, de WhatsApp, les liens, tout ça, pour pouvoir améliorer la productivité de différents PME. Donc ça, c'est un point assez intéressant sur lequel il faut développer. Nous, par exemple, au sein de nos différentes entreprises, pour tous les produits concrets, on a créé souvent des groupes WhatsApp pour amener la communication avec les clients. Parce que lorsqu'il fait des prestations, il faut différencier. La communication, c'est tant au niveau technicité, mais au niveau communication, au niveau environnement du travail. Donc, comment utiliser ces outils-là pour marquer cette différence? Donc, par exemple, aujourd'hui, on n'a pas forcément envie que tous les jours, les gens se retrouvent au bureau de façon classique.
les travailleurs peuvent être même à la maison, mais quels sont déjà connectés. Parce que la plupart un système de connexion fait que tout ce qui est discussion en télétravail peut se faire soit par vidéoconférence, ou bien par WhatsApp, ou bien par télé, toutes ces choses qu'on a fait de positif de l'entreprise. Merci beaucoup pour votre contribution. En tout cas,